On parle milliards, disais-je, en fait on parle dizaines de milliards, on parle centaines de milliards avec le classement révélé, publié aujourd'hui par le magazine Forbes et sa déclinaison française Forbes France, classement des milliardaires. C'est un rituel, un marronnier, dit-on dans le langage de la presse, que ce classement des milliardaires, donc édition 2021 du classement Forbes des milliardaires. Les 20 personnes les plus riches de la planète cumulent une fortune globale de 1747,5. Manifestement, le virgule 5 est important. Milliards de dollars, soit une hausse vertigineuse, nous dit Forbes, de 62% en un an. Jeff Bezos reste, le patron d'Amazon qu'on évoquait à l'instant, il va donc revenir plusieurs fois dans l'émission, reste l'homme le plus riche du monde. Devant, donc Jeff Bezos, c'est 177 milliards de dollars. Devant Elon Musk, juste au-dessus de 150 milliards, de mémoire 151 milliards, je crois, juste quasiment au même niveau. Notre Bernard Arnault national, autour de 150 milliards, là aussi de dollars. Attention, parce qu'il y a des classements pour ce qui est des milliardaires français en milliards d'euros. Ensuite, Bill Gates. Ensuite, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Ça, c'est pour le top 5 mondial. Et puis, si on regarde les Français, découvrez, nous dit Forbes France, les 42 milliardaires français. Il y en a 3 de plus que l'an dernier. 3 nouvelles entrées dans ce classement exclusif. En fait, il y en a 4 parce qu'il y a une sortie avec le décès malheureux d'Olivier Dassault. Cette équipe de France des milliardaires totalise à elle seule un peu plus de 510 milliards de dollars. Donc, et là encore, des taux de progression très importants d'une année sur l'autre. Il faut dire que le classement de l'an dernier, il avait été pris alors que les marchés financiers étaient en moins bonne forme suite au début de la crise sanitaire, évidemment. Mais quand même, ça fait réfléchir que ces progressions d'une année sur l'autre. Rapidement, les nouveaux entrants français. Le patron du laboratoire américain Moderna, qui on le sait depuis un an est français, Stéphane Bancel, il a quelques pourcents de l'entreprise, 8%. L'entreprise vaut très cher, sa fortune est estimée à 3,5 milliards. Là, dans la dépêche, c'est des euros, excusez-moi, donc ça fait un petit peu plus en dollars. Deuxième entrée, le PDG de la société de surveillance du cloud, Datadog. Donc là, on est dans la nouvelle techno, 1,5 milliard. 1,5 milliard également pour le patron de Trigano. Là, on est plutôt dans la techno, on est le leader européen des camping-cars. Et 1,5 milliard, ensuite un petit peu moins pour l'un des actionnaires du laboratoire d'analyse biomédicale Eurofins Scientifique, monsieur Martin. Voilà pour les entrées françaises. Vous le regardez ce classement avec curiosité, intérêt, Annick, tous les ans. Qu'est-ce que vous en retirez? En quoi il vous intéresse ou pas chaque année que ce tableau des milliardaires du monde entier? Je le regarde avec une attention amusée, comme un rituel, ainsi que vous le disiez. Concernant je trouve que les progressions sont encore plus signifiantes finalement que la quantité de fortune amassée. Ça donne une idée justement de la progression de la valorisation des entreprises qui évoluent dans des secteurs qui ont bénéficié de la crise. Voilà, je trouve que c'est un peu plus concret qu'un indice boursier, hein, un montant de fortune des actionnaires, alors que au fond c'est un peu la même chose, hein, par définition. L'augmentation de la fortune de ces gens-là, c'est uniquement, en tout cas à 99%, de l'augmentation du cours de l'action de leur entreprise. Nicolas, votre regard après, sur ce type de liste, de classement? Oui, c'est bon. Si regardez, vous n'y êtes pas, vous me confirmez, hein, même. Non, j'y suis pas. Moi, c'est sous pseudo, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, mais d'abord, ce qu'il faut toujours préciser, c'est que c'est une fortune qui est virtuelle. Hein, puisque c'est lié à des cours de bourse, ça n'est pas la fortune sur le compte bancaire de ces dirigeants-là. Ce qui est vrai aujourd'hui le sera peut-être moins dans 3 mois, dans 6 mois ou dans un an. Il y a des tendances lourdes, effectivement on le voit depuis des années, on le voit la fortune notamment autour de Tesla, d'Amazon. C'est vrai que l'année particulière que l'on a vécue, d'abord, je ne vais pas choquer tout le monde, mais il n'y a pas de crise économique, à part dans quelques secteurs d'activité liés au confinement, mais on n'est pas dans une crise économique et financière telle qu'on l'a connue en 2008-2009. Donc on le voit bien que dès qu'on relâche, aujourd'hui dès qu'on déconfine, la santé économique des entreprises se porte bien. Et aujourd'hui, on voit qu'un grand nombre d'entreprises... Et même mieux qu'avant pour un certain nombre d'entre elles, hein, dans les secteurs, la technologie, ce qu'évoquait Annick à l'instant. On pourrait citer aussi l'effondrement de certaines valorisations. Je pense que si on va dans le secteur de l'automobile, c'est pas le cas de Tesla, j'en conviens, mais dans beaucoup de secteurs de l'automobile, évidemment, les cours des actions se sont littéralement effondrés. On pourrait parler d'Air France, même si c'est l'État qui est actionnaire principalement aujourd'hui, on pourrait parler de l'aéronautique des sous-traitants qui
qui avait une cote exceptionnelle il y a 1 an et demi, parce que les carnets de commandes, je vous rappelle, d'Airbus, de Boeing étaient pleins à craquer et qui se sont littéralement effondrés. Voilà, donc il faut suivre ces tendances, je suis d'accord, avec un certain amusement, mais surtout, il faut prendre du recul parce que ça n'est qu'une photo à un instant donné. Elon Musk était en tête il y a encore 2 mois. Aujourd'hui, il est 2e, il repassera 1er demain. Tout ça va Quand vous bouger. dites les tendances lourdes, elles sont quand même rarement à la baisse. C'est vrai. Cela dit, pour ceux qui critiquent un peu notre système. Félicitons-nous quand même je sais que c'est toujours polémique, c'est pour ça que je vais prendre l'antenne, mais félicitons-nous de Bernard Arnault qui est à la 3e position d'un groupe comme LVMH. On voit bien d'ailleurs qu'on n'est pas dans une crise économique puisque c'est un groupe de luxe qui aujourd'hui se porte à merveille, qui fait une croissance de plus de 52%, et globalement les marques du groupe LVMH, effectivement, se portent très bien. Alors, pourquoi, comment ? On voit bien que quand on a un grand capitaine d'industrie, lorsqu'on a une vision, une stratégie qui est clairement identifiée et qu'on est le leader mondial dans son secteur, oui, même dans des contextes très compliqués comme on peut l'avoir aujourd'hui et au niveau mondial, on peut s'en sortir, y avoir des groupes qui performent, qui créent de l'emploi et qui créent de la richesse. Alors si on regarde, ça a été fait par des esprits malins, aux 2 sens du terme peut-être. Si on regarde par pays en Europe, c'est la France qui a le cumul de milliardaires en nombre de milliards, le plus important, y compris par rapport aux Allemands, par rapport aux Anglais. 510 milliards, c'est ça, sur les 1700. Voilà, donc est-ce que voilà, pourquoi la France ? Comme quoi, c'est pas un pays où ce que disent encore une fois, certains esprits ironiques, certains critiquent en dehors de la France, on peut faire fortune en France, on peut se développer, il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas forcément trop d'impôts, ça gêne personne pour devenir milliardaire. Notre système qui est parfois critiqué pour être avec trop d'impôts, trop d'État, ce que vous nous dites souvent dans l'émission, Nicolas, tiens, je reste sur vous. Non, mais c'est vrai, mais c'est toute la polémique, c'est que la différence entre un patron de TPE-PME que je suis et un grand patron du CAC 40, on va reprendre l'exemple de Bernard Arnault, c'est qu'évidemment, l'essentiel de ces impôts et de ces taxes, ils ne sont pas payés en France. Ils sont payés au niveau mondial. On le voit bien avec Amazon, on le voit avec Apple, qui a amassé un trésor de guerre considérable. Ils ne savent même plus comment utiliser leur argent, d'ailleurs. C'est un des sujets. On le sait, c'est parfois même dans des paradis fiscaux. Et ils ont tellement accumulé d'argent qu'ils ne savent même plus comment l'utiliser. C'est ça qui est extrêmement choquant. Donc, est-ce qu'on peut réussir en France ? Évidemment que l'on peut. On a un leader français quasiment dans tous les secteurs de pointe aujourd'hui au niveau mondial. On pourrait citer Air Liquide, on peut citer Michelin, on a le groupe Stellantis aujourd'hui qui regroupe dans le secteur automobile, on a des groupes comme LVMH, comme Hermès, on a de grands laboratoires, on y reviendra tout à l'heure, mais pas encore capables de produire en France parce qu'on a malheureusement détruit une grande partie de notre industrie, des emplois et des entreprises depuis 20 ans, mais on a la chance d'avoir des magnifiques laboratoires. Le vrai sujet de la France, c'est comment faire de nos TPE-PME, qui sont extrêmement nombreuses, de futures ETI, ces entreprises à taille intermédiaire, qui vont prendre le relais de la croissance demain. En fait, on a un énorme fossé en France, on a énormément de TPE-PME, on a énormément de grands groupes leaders sur leur secteur d'activité. Certains qui marchent très bien, d'où le nombre de milliardaires. Voilà, les ETI, ça s'améliore un tout petit peu, mais on est encore très loin, par exemple, de l'Allemagne, qu'on cite souvent en exemple, ou de certains groupes comme aux États-Unis. Voilà. Et alors, pour jeter un petit coup de froid sur ce joli classement où la France est bien classée, moi, ce que je regarde avec un peu plus d'attention à l'heure actuelle, c'est plutôt le nombre des entreprises potentiellement en défaillance lorsque les mesures de soutien s'arrêteront et qui n'auront pas la chance de ils ne sont pas dans le classement, cela dit, a priori. Mais dernière question sur ce classement. Si je regarde le classement mondial, donc j'y reviens, Jeff Bezos en 1, Elon Musk en 2, Bernard Arnault en 3, Bill Gates en 4, Mark Zuckerberg en 5. Monsieur Bezos, Monsieur Musk, Monsieur Gates et Monsieur Zuckerberg, ils ont créé leur boîte. Monsieur Arnault, ce n'est pas tout à fait la même situation, indépendamment du fait que ce soit évidemment un grand capitaine d'industrie. Il n'a ni créé Louis Vuitton, ni Christian Dior. Ça vous dit quoi sur la France, l'industrie française, l'accueil des entrepreneurs, le marché français, l'ouverture du marché français, du marché européen? Vous parlez Bernard Arnault, mais regardez Xavier Niel. Voilà, c'est un entrepreneur qui fait partie aussi du classement et qui connaît. C'est plus l'exception qui confirme la règle, non? Voilà, faut pas s'arrêter à cette. On manque de modèles d'entrepreneurs self-made men. C'est peut-être moins français effectivement comme modèle de réussite. Ouais, oui, ils ont peut-être moins de facilité à devenir des leaders mondiaux dès la première génération, non? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on a énormément de talent.
on a énormément d'entrepreneurs qui investissent, qui créent, qui ont des idées exceptionnelles. D'ailleurs, la France est réputée pour sa capacité à créer et innover. On a plein de patrons. Le vrai sujet, c'est qu'à l'inverse des Américains, quand les Américains croient dans un projet, ils investissent lourdement et massivement. Et ils donnent les moyens à cette entreprise de devenir un leader mondial dans les 10 ans. En France, on a cette capacité à créer, mais très vite, au bout de 4-5 ans, on a un pays qui parfois décourage plus qu'il n'encourage. Et donc, on a des entrepreneurs qui cèdent, qui prennent leur argent et c'est racheté par des fonds, par d'autres entreprises, d'autres pays, etc. C'est ça le problème. Mais notre capacité à créer, vous le regardez aux États-Unis, je crois que sur les 100 startups les plus innovantes chaque année, la France est très bien positionnée chaque année dans ces classements. Je vous rejoins là-dessus. Amazon a cumulé des déficits colossaux avant de devenir le géant qu'on connaît. Plus récemment, 15 ans, oui. Salesforce, dont on parle Tesla, beaucoup. Tesla, c'est l'exemple parfait. Voilà, ce sont des entreprises effectivement dans lesquelles les investisseurs ont investi très longuement en assumant sur la durée. Et sur la durée. Voilà, avec des fonds privés, publics, enfin voilà, avec des moyens extrêmement. Et notre sujet en France, c'est ça. C'est-à-dire que on n'arrive pas à donner de la visibilité au niveau de ces projets-là, et donc on a malheureusement trop d'entrepreneurs qui, entre guillemets, abandonnent ou cèdent la majorité de leur capital à des fonds d'investissement, à d'autres investisseurs, à d'autres industriels, et c'est là où on perd un petit peu l'identité. Et c'est pour ça que depuis 20-25 ans, on a très peu de Français qui sont partis de zéro et qui ont créé un empire tel qu'on peut le voir dans le classement américain aujourd'hui. Allez, on renvoie ceux que ça intéresse sur ce classement chez Forbes ou Forbes France pour ce qui est de la déclinaison, enfin en tout cas du classement français. Tout de suite notre... J'allais dire premier débat. De fait, on a un peu fait un apéritif un peu long, donc ça va être le deuxième débat en parlant de la production de vaccins en France.